Mon téléphone vibre contre le bureau, faisant cliqueter la tasse de café vide à côté de mon clavier. 3 moniteurs m'entourent, chacun affichant une simulation de protocoles de sécurité différentes pour Aurelius Networks. Je jette un coup d'œil à la notification, m'attendant à une autre mise à jour d'un client. C'est Colton. Réunion de famille samedi. Maman doit se faire opérer. La mémoire de papa se dégrade. Urgent. Le téléphone glisse de mes doigts et tombe bruyamment sur le bureau. Du café éclabousse mon jean usé, mais je remarque à peine la tache qui s'étend. Willow Harbor. Je ne suis pas retourné dans notre communauté au bord du lac depuis presque 2 ans. Le dernier rassemblement se rejoue dans ma tête comme un film d'horreur que je ne peux pas m'arrêter de regarder. Dîner au country club. Les poignées de main fermes de Colton avec le maire. Marie exhibant son diamant de 3 carats pendant que son mari commandait une autre tournée de boissons. Quand vas-tu trouver un vrai travail, Pi, avait demandé Colton, sa voix portant à travers la table assez fort pour que les convives voisins entendent. Ce truc de jouer avec les ordinateurs était mignon à l'université, mais tu as 30 ans maintenant. Marie m'avait tapoté la main avec une sympathie feinte. Elliot connaît quelqu'un dans son cabinet qui pourrait t'embaucher pour leur département informatique. Avantages sociaux et tout. La chaleur de l'humiliation me brûle encore les joues, en me souvenant de la façon dont ils ont qualifié Granit qui cyber de jeu avec les ordinateurs pendant que maman et papa hochaient la tête, inquiets mais résignés à mon échec apparent. Ils ne savent pas. 4 mois depuis l'acquisition et je ne leur ai jamais dit. L'ironie pèse lourdement sur ma poitrine. Après avoir quitté la maison avec exactement $260 en poche à 23 ans, j'ai maintenant plus d'argent que je ne sais quoi en faire. Pourtant, me voici assise dans un appartement d'une chambre louée, portant le jean de la veille, fixant une application bancaire affichant un solde à 8 chiffres. Mes doigts planent au-dessus du téléphone. Je pourrais rappeler Colton tout de suite. Je pourrais tout lui dire. Mais quelque chose m'arrête, la même fierté tenace qui m'a fait travailler 18 heures par jour quand tout le monde disait que j'échouerais. Un léger coup à la porte interrompt mes pensées. Noël entre sans attendre ma réponse, une enveloppe Kraft glissée sous son bras. Sa blouse blanche impeccable et son pantalon parfaitement coupé rendent ma tenue décontractée encore plus débraillée. Tes 0,6% d'actions Aurélia sont acquises aujourd'hui, dit-elle en posant l'enveloppe sur mon bureau. C'est 11,2 millions de dollars de plus. Sa voix reste professionnelle, mais ses yeux scrutent mon visage. Vas-tu enfin dire à ta famille qui tu es vraiment? Je me lève brusquement, du café s'égouttant de mon jean sur la moquette industrielle. J'irai, mais à mes conditions. La décision se forme comme du béton qui durcit. Je saisis mon téléphone et compose le numéro de Colton, forçant ma voix à une neutralité délibérée lorsqu'il décroche à la première sonnerie. J'ai reçu ton message. Je serai là samedi. Génial, dit Colton, son soulagement palpable à travers le téléphone. Nous devons discuter des options pour maman et papa. Tout le monde doit contribuer autant qu'il le peut. Ma mâchoire se serre. Quels établissements envisagez-vous? Ne t'inquiète pas de cette partie, Pi. Son ton dédaigneux me pique plus qu'il ne le devrait après toutes ces années. Nous avons fait des recherches sur plusieurs endroits. Contente-toi de venir et nous verrons ce que tu peux assumer. Je mets fin à l'appel avant de dire quelque chose que je regretterai. Les enjeux n'ont jamais été aussi clairs. Il ne s'agit pas seulement des soins de mes parents, mais de ma dignité et de mon amour-propre après des années de mépris. Noël apparaît à nouveau dans l'embrasure de la porte. Je peux faire préparer le jet d'entreprise pour vendredi après-midi. Non, je secoue la tête. Ce n'est pas ce qu'ils s'attendent à voir. Je me tourne vers mon ordinateur et réserve un vol commercial pour l'aéroport régional le plus proche de Willow Harbor. Puis, presque après coup, j'envoie un message à Briggs, notre directeur de la sécurité. Besoin d'un hélicoptère en attente pour samedi après-midi, région de Willow Harbor. Sa réponse est immédiate. Compris. Nous coordonnerons les autorisations d'atterrissage. Noël me regarde avec un mélange d'inquiétude et d'approbation. Ils ont eu le contrôle assez longtemps, n'est-ce pas? Je hoche la tête, sentant le déséquilibre de pouvoir qui a défini notre famille pendant des années. Ils assument le contrôle financier total de la situation parce qu'ils ne m'ont jamais vu comme capable. Cela change samedi. 1 heure plus tard, Noël revient avec un paquet de vêtements, mon sweat à capuche Stanford usé avec le logo délavé, et une paire de jeans avec une petite déchirure au genou. Ton costume de famille, comme demandé,
dit-elle en les posant sur le dossier de ma chaise. Son expression devient sérieuse. Tu n'as plus à cacher qui tu es, tu sais. La vulnérabilité que j'ai gardée enfermée menace de faire surface. Ils ne m'ont jamais vu réussir. Je ne suis pas sûr qu'ils le puissent. Mon téléphone de bureau s'allume. Brig. Mademoiselle Bennett? Les papiers du domaine de Havenridge sont finalisés, rapporte-t-il. L'initiative de soins pour la mémoire Candan est prête dès que vous en aurez besoin. Merci, Brig. Je raccroche et croise le regard déterminé de Noël. Pour la première fois depuis que j'ai reçu le message de Colton, je ressens quelque chose comme de l'anticipation. La pensée se forme clairement, apportant avec elle un étrange sentiment de paix. Peut-être qu'il est temps qu'il me rencontre, la vraie moi. Le dimanche, j'arrive à la familière maison coloniale de 2 étages alors que le crépuscule s'installe sur Willow Arbor. Le chauffeur du VTC s'éloigne, me laissant debout dans l'allée en gravier à côté du Range Rover noir étincelant de Colton et d'une voiture de sport rouge surbaissée que je suppose appartenir à Elliot, le mari de Marie. Mon sweat à capuche usée et mon jean délavé me semblent soudainement être un costume délibéré plutôt que des vêtements de voyage confortables. La porte d'entrée s'ouvre avant que je ne l'atteigne. Colton remplit l'encadrement, chemise impeccable rentrée dans un pantalon kaki pressé, une montre de créateur captant la lumière du Porsche. La voilà. Sa voix résonne dans la cour. Finalement décidé à nous honorer de ta présence. Je force un sourire et me glisse dans son étreinte à un bras, qui ressemble plus à une formalité qu'à de l'affection. Comment s'est passé ton vol, demande-t-il en me guidant à l'intérieur. La classe économique devait être bondée ce week-end. C'était bien. Je garde délibérément ma réponse brève, cataloguant déjà ses suppositions. Bien sûr que j'ai voyagé en classe économique. Bien sûr que je ne pouvais pas me permettre mieux. La maison sent le poulet au citron de maman, une recette inchangée depuis 30 ans. L'odeur familière tord quelque chose en moi, un mélange de confort et d'aliénation. Marie sort du salon, les cheveux parfaitement coiffés, le maquillage impeccable, bien qu'il soit près de 20 heures. Son étreinte est rapide, superficielle. Tu as l'air à l'aise, dit-elle en regardant ma tenue, très décontractée à la Silicon Valley. Avant que je ne puisse répondre, elle presse quelque chose dans ma paume, une carte cadeau. Je baisse les yeux. $120 chez Nordstrom. Pour des vêtements d'entretien, explique-t-elle en baissant la voix. Elliot a mentionné un poste administratif qui s'ouvre dans son cabinet. Avantages sociaux et tout. Rien d'extraordinaire, mais ça te donnerait de la stabilité. La présomption me fait l'effet d'une gifle. J'ai construit et vendu une entreprise pour près de $65 millions, et ma sœur m'offre la charité pour un emploi de débutant. Merci, je parviens à dire en empochant la carte. Où sont maman et papa? Dans la cuisine, répond Colton en consultant son téléphone. Papa a une de ces soirées brumeuses. Il m'a déjà appelé Stanley 2 fois. Mon estomac se serre. Stanley était le nom de grand-père. Ouais, enfin, Colton hausse les épaules. Ça s'aggrave. Certains jours, il est vif comme l'éclair, d'autres, pas tellement. La cuisine révèle le déclin de mes parents plus crûment que les mots ne pourraient le faire. Maman se tient au comptoir, s'appuyant lourdement sur un déambulateur que je n'ai jamais vu auparavant. Ses mouvements sont prudents, douloureux. Papa est assis à table, le regard légèrement flou, les doigts tapotant un rythme erratique contre son verre d'eau. Tesli. Le visage de maman s'illumine quand elle me voit. Elle essaie de se diriger vers moi mais grimace. Je vais plutôt vers elle et l'embrasse doucement. Ne te lève pas, maman. Je suis là. Papa me regarde avec une confusion momentanée avant que la reconnaissance ne se fasse jour. Voilà ma fille de l'informatique. Ma gorge se serre. Salut, papa. Le dîner est une performance que j'ai vue de nombreuses fois. Colton domine la conversation, décrivant sa dernière affaire dans l'entreprise d'énergie renouvelable où il est directeur financier. Marie intervient avec des histoires sur son comité de bienfaisance et les tournois de golf d'Elliot avec des clients. Il parle avec une animation étudiée, comme s'il lisait des scripts qu'ils ont répétés pendant des années. Alors, paix, dit Colton pendant une accalmie, en piquant un morceau de poulet, comment va ce truc de start-up? Toujours, c'était quoi? La sécurité informatique? Cybersécurité, je corrige automatiquement. Ça va bien.
Elle a besoin d'un vrai travail, dit Marie à maman, comme si je n'étais pas assise en face d'elle. C'est pour ça que je lui ai donné la carte cadeau. Elliot dit que les premières impressions comptent dans les entretiens. Je prends une gorgée d'eau délibérée, notant que personne ne remet en question cette évaluation de ma carrière. Même maman et papa hochent la tête, l'inquiétude gravée sur leur visage. Nous avons visité des établissements, annonce Colton en changeant de sujet. Pour maman et papa. Nous avons trouvé 3 excellentes options, toutes avec des unités de soins pour la mémoire. Quand avez-vous fait ça, je demande en posant ma fourchette. Le mois dernier, répond Marie. Elliot et moi avons pris un long week-end. Colton est venu en avion. Et personne n'a pensé à m'inclure? Colton rit, le son creux. Tu étais probablement occupé avec ton truc de codage. De plus, nous savions que tu ne pouvais pas prendre de congé. Il voulait dire que je ne pouvais pas me le permettre. Marie ajoute dans un aparté à Elliot, qui est resté largement silencieux pendant le dîner. La prise de conscience se cristallise. Il planifie cela depuis des mois. La réunion de famille n'était pas une réponse soudaine aux besoins chirurgicaux de maman. C'était l'aboutissement de décisions déjà prises, avec moi positionné comme une participante mineure censée approuver leur choix. Alors que le dessert est servi, la tarte aux pommes de maman, une autre tradition immuable, je commence à cataloguer chaque commentaire méprisant, chaque regard condescendant. Quelque chose change en moi. La blessure se calcifie en un détachement analytique. Ils ont besoin que j'échoue pour valider leur choix. Je regarde le rire de Colton, légèrement trop fort quand papa fait une blague. Je note les critiques subtiles de Marie envers les connaissances qui ont fait des choix de vie non conventionnels. J'observe comment maman et papa ont accepté cette hiérarchie entre leurs enfants comme naturelle, immuable. Leur inquiétude masque le contrôle, pas un soin sincère. La prise de conscience devrait faire mal, mais au lieu de cela, elle clarifie tout. Chaque offre d'aide qu'ils ont jamais étendue était accompagnée de rappels publics de mon échec perçu. Chaque réunion de famille renforçait le récit qu'ils avaient besoin de croire. Mon téléphone vibre dans ma poche. Un message de Noël, souviens-toi de qui tu es vraiment. Après le dessert, maman et papa se retirent dans leur chambre, la fatigue évidente dans leurs mouvements lents. J'aide maman à naviguer dans le couloir, remarquant comment elle s'appuie contre le mur lorsque son déambulateur s'accroche au bord du tapis. Nous parlerons des détails demain, dit Colton une fois nos parents installés. 9 heures précises. J'ai préparé une présentation sur les établissements et la répartition des coûts. J'ai pris des notes sur chaque endroit, ajoute Marie. L'Exile Pinet est mon préféré. Très exclusif, excellente réputation. Je hoche la tête, ne disant rien. Plus tard, après que Marie et Elliot soient partis pour leur hôtel, je me retrouve seul avec Colton dans la cuisine. Il ouvre une bière, sa 3e de la soirée, et quelque chose dans sa posture change, un relâchement de la façade soigneusement entretenue. Jackson a eu la promotion, dit-il soudainement, fixant l'étiquette de la bouteille. Celle que je visais. 6 mois de semaine de 80 heures pour rien. Je reste silencieuse, le laissant continuer. C'est la 5e fois que je suis ignorée. Il prend une longue gorgée. Pas que tu aies à te soucier de ce genre de choses. Le ton amer de sa voix me surprend. On dirait que tu t'en sors bien, Colton. Nouveau Range Rover. Dîner dans des hôtels somptueux. Il rit sans humour. Ouais, enfin. Les apparences, n'est-ce pas? C'est ce qui compte dans mon monde. L'aveu flotte entre nous. Pour la première fois, j'entrevois ce qui motive son besoin désespéré de contrôler le récit. Pas seulement sur moi, mais sur lui-même. Depuis le couloir, j'entends la voix de Marie alors qu'elle revient de l'hôtel, soi-disant pour un sac à main oublié. Elle parle à Elliot à voix basse. Et si elle ne peut pas payer sa part? Nous ne pouvons pas couvrir sa part. Pas avec le comte Bowman en péril. La réponse murmurée d'Elliot est inaudible, mais Marie continue, ignorant ma présence au coin du mur. Le plan de Colton prévoit qu'elle paie 12%. Même ça, c'est peut-être trop pour elle. Peut-être devrions-nous nous préparer à le couvrir temporairement, jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de stable. Leur voix s'estompe alors qu'elle se dirige vers le salon. Je monte discrètement dans ma chambre d'enfant, inchangée depuis le lycée avec ses rubans délavés de décathlon académique et ses trophées de foire scientifique. J'appelle Noël. La réunion de demain sera pire, je lui dis sans préambule.
Brig est en attente avec l'hélicoptère, répond-elle. Dis-moi juste quand. Je l'entends taper. Toujours efficace. Les détails de l'initiative de soins pour la mémoire Candan sont finalisés. Le domaine de Havenridge est prêt. Mon téléphone vibre avec un message entrant. Brig. Héliports inspectés et dégagés. Attends juste le signal. Je regarde autour de moi la chambre qui contient des reliques de qui j'étais mais rien de qui je suis devenu. D'en bas, j'entends Marie et Elliot repartir, les portières de voiture claquent. Les pas lourds de Colton passent devant ma porte, s'arrêtant brièvement avant de continuer vers la chambre d'amis. Demain, ils présenteront leur plan, s'attendant à ma conformité. Ils m'attribueront une responsabilité symbolique tout en gardant le contrôle. Ils renforceront une fois de plus ce qu'ils croient que je suis. J'envoie un message à Brig. En attente pour un atterrissage à 11h30. Posant mon téléphone sur la table de chevet, je fixe le plafond, sentant un étrange calme s'installer en moi. Ils ne m'ont jamais vraiment vu, je chuchote dans l'obscurité. Peut-être qu'il est temps qu'ils le fassent. Le salon de ma maison d'enfance semble trop petit ce matin. Des brochures glacées couvrent la table basse comme des feuilles d'automne, chacune présentant des personnes âgées souriantes dans des établissements méticuleusement aménagés. Colton se tient devant son ordinateur portable, connecté à l'écran de télévision qui affiche une présentation PowerPoint avec des puces et des projections financières. La diapositive de titre indique « Plan de soins de la famille Bennett » et en dessous « Assurer l'avenir de nos parents ». Mes doigts se crispent autour de ma tasse de café. Assurer leur avenir ou le contrôler? Maman s'agite inconfortablement sur le canapé, ses yeux allant de la présentation à papa, qui fixe le tapis avec un attachement résigné. La tension dans ses épaules me dit tout, ils ont été mis devant le fait accompli avant même mon arrivée. Comme vous pouvez le voir, continue Colton en cliquant sur une diapositive avec 3 établissements haut de gamme, nous avons fait des recherches sur les meilleures communautés de retraite avec soins continus de la région. Lakeside Piney offre les services les plus complets. Je remarque l'agenda de Marie ouvert sur la table d'appoint. Un rapide coup d'œil révèle des notes manuscrites sur des dates d'emménagement dans 3 semaines. 3 semaines. Ils ont déjà tout programmé. Nous avons emmené maman et papa pour des visites le mois dernier, ajoute Marie sans me regarder dans les yeux. Ils ont vraiment aimé les options de restauration à Lakeside. Papa lève les yeux, la confusion scintillant sur son visage. Vraiment? Souviens-toi papa? L'endroit avec la belle bibliothèque, l'incite Marie, sa voix portant la patience étudiée de quelqu'un qui parle à un enfant. Je repère leurs dossiers médicaux partiellement cachés sous une brochure. Le coin du rapport du neurologue de papa dépasse, déclin cognitif de stade 2, pas et oubli occasionnel décrit par Colton. L'état de la hanche de maman nécessite une intervention chirurgicale plus importante qu'ils ne l'ont admis. Cette connaissance me brûle de l'intérieur. Le directeur médical de Havenridge avait déjà analysé ces conditions exactes, créant des plans de soins personnalisés à des années-lumière de ce que n'importe quel établissement institutionnel pourrait fournir. Ma solution n'est pas seulement meilleure, elle est transformatrice. Je regarde Colton faire défiler les diapositives sur les équipements et les activités, sachant qu'ils s'attendent à ce que je hoche la tête, que je contribue avec ma modeste part, et que je disparaisse dans ma vie difficile. Je ne dis rien, prenant des notes détaillées pendant qu'ils poursuivent leur performance. Passons maintenant à la répartition financière, annonce Colton en affichant un graphique avec 3 sections colorées. Les coûts mensuels à Lakeside Piney s'élèvent à 15 800 $ tout compris. Marie et Elliot couvriront 36%, je m'occuperai de 52%, et Paisley, il marque une pause, m'adressant ce qu'il croit être un sourire généreux, nous avons calculé ta part à 12%, ce qui représente environ 1896 $. Marie intervient, mais Colton et moi en avons discuté, et nous savons que les temps sont durs pour toi. Nous pouvons réduire ta part à 600 $ par mois, et tu pourras aider en rendant visite à maman et papa plus souvent à la place. La condescendance me fait l'effet d'une gifle. Ils ont tout planifié, choisi l'établissement, calculé les coûts, réparti la responsabilité, et gracieusement réduit mon obligation financière tout en augmentant mon engagement en temps, tout cela sans jamais me demander ce que je pourrais apporter à la conversation. Et si j'avais une suggestion différente? Les mots sortent de ma bouche avant que je ne puisse les arrêter. Le rire qui s'ensuit me donne la chair de poule. À moins que tu n'aies gagné à la loterie, petite sœur, glousse Colton, je pense que nous avons couvert toutes les options viables. Je me lève, mon cœur martelant ma poitrine. Excusez-moi un instant.
Dehors sur le porche, la lumière du soleil matinal filtre à travers l'érable que papa a planté à ma naissance. Je sors mon téléphone et appelle Noël. C'est l'heure, dis-je doucement. Atterrissage dans 25 minutes. La voix de Brig crépite dans la ligne. Copier. En attente à l'aérodrome de Willow Harbor. Zone d'atterrissage inspectée et dégagée. Départ dans 10. Quand je retourne dans le salon, Colton est passé à la discussion des horaires de visite. Je me dirige directement vers mes parents, m'agenouillant devant eux pour que nous soyons à la même hauteur. Maman, papa, dis-je doucement. Que voulez-vous pour vos soins? La pièce devient silencieuse. Colton s'arrête au milieu d'une phrase, la bouche bée. Marie s'agite inconfortablement, échangeant des regards avec son mari. Je commence maman, puis regarde Colton, comme si elle cherchait la permission. Ils veulent ce qu'il y a de mieux, interrompt Colton. C'est ce que nous organisons. J'aimerais l'entendre de leur bouche, j'insiste en gardant les yeux sur mes parents. Papa prend la main de maman. Nous ne voulons pas être un fardeau. Vous n'êtes pas un fardeau, je les rassure. Mais c'est de votre vie que nous discutons. Votre maison. Vos soins. Votre bonheur. Quelque chose change dans l'expression de maman, une étincelle d'autonomie longtemps réprimée. Je ne veux pas quitter Willow Harbor, admet-elle. Mais nous avons besoin de plus d'aide que nous ne pouvons en gérer seuls. Colton soupire de façon dramatique. Paisley, nous avons examiné toutes les options. Il n'y a rien de convenable à Willow Harbor qui fournisse le niveau de soins dont ils ont besoin. Je regarde ma montre. 23 minutes se sont écoulées. Pile à l'heure, le bruit sourd lointain des pales d'un hélicoptère traverse l'air matinal. Le son s'amplifie, faisant s'agiter les feuilles à l'extérieur. Le vieil érable se balance comme s'il s'inclinait devant une tempête imminente. Tout le monde se fige, les conversations interrompues au milieu d'une phrase. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Marie se précipite à la fenêtre, tirant le rideau. Son mari la suit, plissant les yeux vers le ciel. Un hélicoptère noir et élégant avec le logo d'Aurelius Networks sur le côté descend sur la pelouse avant. Brig est assis dans le cockpit, sa posture militaire droite même de cette distance. Il doit y avoir une urgence chez les Reynolds, dit Marie en se tournant vers Colton avec des yeux écarquillés. Je me lève lentement, lissant le devant de mon sweat à capuche Stanford élavé. Pas d'urgence, dis-je calmement. C'est mon transport. 5 visages se tournent vers moi en parfaite synchronisation, les expressions allant de la confusion à l'incrédulité. L'hélicoptère se pose sur la pelouse, ses pales ralentissant pour une rotation douce. Brig sort, ajuste sa cravate avant de se diriger vers la porte passager. Il regarde vers la maison et fait un bref signe de tête professionnel. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Demande Colton, sa voix montant d'une octave. Je me dirige vers la porte d'entrée, m'arrêtant la main sur la poignée. Je pense que nous devrions continuer cette conversation ailleurs, dis-je en me tournant pour faire face à ma famille stupéfaite. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Brig s'approche des marches du porche, se tenant au garde à vous. Mademoiselle Bennett, votre transport est prêt. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je regarde mes frères et sœurs chercher leurs mots. Le pouvoir qui a défini notre famille pendant des décennies se déplace comme des plaques tectoniques, le sol sous nos pieds tremblant sous la force d'un changement attendu depuis longtemps. Je tiens la porte ouverte, faisant un geste vers l'hélicoptère qui attend. Allons-y. Les pales de l'hélicoptère fouettent l'air au-dessus de Willow Harbor, le vrombissement régulier créant une bulle d'isolement parfaite pour une réflexion claire. Je regarde le paysage rétrécir en dessous, la maison familiale devenant un minuscule point entouré d'érables qui avaient été témoins de 20 ans de dépréciation. Maintenant, ils sont témoins de mon ascension, littérale et figurative. Nous avons 40 minutes avant d'atterrir à Haven Ridge, dit Noël, sa tablette illuminée avec les détails de l'initiative de soins pour la mémoire Candan. Le directeur médical est en attente de votre approbation finale sur les plans de soins personnalisés. Je hoche la tête, l'euphorie émotionnelle de la révélation s'estompant déjà, remplacée par une objectivité froide. Il ne s'agit plus des expressions stupéfaites sur les visages de mes frères et sœurs. Il s'agit de ce qui va suivre. Commençons par les rapports d'évaluation cognitive de papa, dis-je en prenant la tablette. Le neurologue a recommandé des exercices de mémoire spécialisés combinés à une stabilité de routine. L'Exile Piné ne peut pas fournir ce niveau de personnalisation.
Nous passons les 15 minutes suivantes à examiner chaque détail des besoins médicaux de mes parents, les problèmes de mobilité de maman après l'opération, le déclin de la mémoire de papa au stade précoce qui suit un schéma prévisible chaque soir. Je les compare à ce que l'Exide Pinet propose, identifiant les lacunes critiques que Colton et Marie n'ont jamais remarquées. Les rénovations de l'aile ouest de Haven Ridge sont terminées, continue Noël en faisant glisser les rendus architecturaux. 2 suites parentales, avec des espaces de vie attenants mais séparés. Les protocoles de soins pour la mémoire sont mis en œuvre à travers les tâches sans avoir l'air institutionnel. J'étudie les plans, plaçant mentalement mes parents dans chaque espace. Il ne s'agit plus de leur prouver qu'ils ont tort, dis-je à Noël, me surprenant moi-même de cette prise de conscience. Ils seront sur la défensive, embarrassés. Nous devons nous concentrer sur le bien-être de maman et papa, pas sur qui avait raison. Les yeux de Noël s'adoucissent un instant avant de revenir aux affaires. Le docteur Westfield a préparé des évaluations comparatives entre les établissements de soins standards et l'approche Candan. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, des taux de déclin cognitif 26% plus lents dans des cas similaires. Préparez-les, j'ordonne en tournant à nouveau mon attention vers la tablette. Colton s'attaquera d'abord aux finances. Il doit comprendre que ce n'est pas une démonstration de force temporaire. La structure du fonds fiduciaire garantit des soins à vie, indépendamment de la longévité ou de la progression de la maladie. La tablette sonne avec un message entrant de Brig. Domaine sécurisé et personnel informé. Héliport dégagé pour l'atterrissage. Équipe médicale assemblée dans la salle de conférence de Lelay. Je prends une profonde inspiration, sentant le poids de la préparation s'installer autour de moi comme une armure. Dites à l'équipe juridique de se préparer. Document de procuration pour les soins de santé, autorité conjointe, pas individuelle. Il ne s'agit pas de prendre le contrôle à mes frères et sœurs. Il s'agit de s'assurer que mes parents ont des options. Noël hoche la tête, tapant rapidement. Le coordinateur des soins pour la mémoire a créé des programmes d'engagement individualisés basés sur les anciennes routines de professeurs de votre père. Les kinésithérapeutes ont conçu un programme de récupération pour votre mère qui maintient sa dignité et son indépendance. L'hélicoptère s'incline doucement vers le sud-ouest, révélant le premier aperçu du domaine de Haven Ridge, 27 acres de terrain paysager entourant un manoir colonial restauré avec des installations médicales modernes discrètement intégrées dans l'élai. Nous avons rassemblé une analyse complète des limites de l'Exide Pinet, continue Noël. Leur ratio personnel résident est de 7 pour 1 pendant la journée, 16 pour 1 la nuit. Haven Ridge maintient un ratio de 3 pour 1 à toute heure. Je traite chaque détail méthodiquement, construisant le dossier non pas pour ma supériorité, mais pour les soins optimaux de mes parents. Les dossiers du personnel montrent des spécialistes en psychiatrie gériatrique, en réadaptation physique et en sciences de la nutrition, tous prêts à présenter leurs références à ma famille. Mon téléphone vibre de manière inattendue. Papa. Paisley, qu'est-ce qui se passe? Sa voix porte la légère confusion qui apparaît lorsqu'il est contrarié. Ton frère est très en colère. Mon estomac se serre. Je n'avais pas envisagé les conséquences immédiates de ma sortie spectaculaire, mes parents pris entre des enfants en guerre. La préparation stratégique vacille un instant alors que l'émotion monte. Papa, je suis désolé pour la tension, dis-je en gardant une voix stable. Aujourd'hui, il s'agit de trouver les meilleurs soins pour toi et maman, pas de savoir qui a raison. Je promets que tout aura un sens bientôt. Ton frère dit que tu es imprudente avec notre avenir, continue-t-il, sa voix plus faible que je ne m'en souviens. Est-ce que ça va aller? La question me frappe comme un coup physique. Dans toute ma planification, je m'étais concentré sur les réactions de mes frères et sœurs, pas sur ce que mes parents ressentiraient, pris entre deux feux. Vous irez plus que bien. Je le promets. Je ne me bats pas contre eux, papa. Je me bats pour toi et maman. Je termine l'appel alors que Haven Ridge apparaît pleinement en vue. Les enjeux n'ont jamais été aussi clairs, pas seulement les soins de mes parents ou la reconnaissance de mes frères et sœurs, mais la guérison potentielle ou la fracture permanente de notre famille. Nous commençons notre descente, annonce le pilote. Je me redresse, ma concentration revenant. Assurez-vous que le directeur médical commence par le programme de stabilisation cognitive, dis-je à Noël. C'est ce que papa craint le plus, se perdre lui-même. Alors que nous descendons vers l'héliport, je réalise que l'hélicoptère n'était qu'un premier pas. La vraie victoire ne viendra pas de l'humiliation de mes frères et sœurs, mais de leur montrer une meilleure voie à suivre, ensemble. L'hélicoptère descend vers le domaine de Haven Ridge, les pales fouettant l'air. Par la fenêtre,
je vois 27 acres de terrain paysager se dessiner, jardins, sentiers de promenade, et ce qui semble être un petit verger s'étendant vers un lac au loin. C'est un héliport? Demande maman, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du moteur. Autorisé pour le transport médical, je réponds alors que Briggs nous guide vers une piste d'atterrissage circulaire près de la maison principale. L'hôpital n'est qu'à 12 minutes par voie aérienne. Papa se penche en avant, sa confusion momentanément remplacée par l'émerveillement. Cette maison doit avoir 8 ou 9 chambres. 9, je confirme, plus l'aile que nous avons rénové spécifiquement pour vous et maman. L'hélicoptère se pose avec un léger soubresaut. Briggs coupe le moteur, et les pales commencent leur décélération progressive au-dessus de nous. Je regarde les visages de mes parents alors qu'ils découvrent l'imposant manoir de style géorgien avec sa façade en briques et ses colonnes blanches. Le domaine était sur le marché depuis près d'un an avant que je ne l'achète, une saisie d'un dirigeant de la tech qui s'était trop endetté. Colton et Marie suivent à quelques pas derrière alors que j'aide maman et papa à sortir de l'hélicoptère. Leurs visages sont des masques de politesse forcés, mais leur langage corporel crie l'inconfort, bras croisés, épaules rigides, yeux fuyants partout sauf vers moi. Une femme en tailleur pantalon anthracite s'approche, ses cheveux argentés pris dans le souffle mourant de l'hélicoptère. Monsieur et Madame Bennett, bienvenue à Haven Ridge. Je suis le docteur Eleanor Wiseman, directrice médicale de l'initiative de soins pour la mémoire Candan. Elle leur serre chaleureusement la main. Nous sommes honorés de votre visite aujourd'hui. Papa s'illumine immédiatement. Docteur? Vous êtes médecin? Neurologue, spécialisé dans les troubles de la mémoire, répond le docteur Wiseman. J'ai examiné votre dossier, monsieur Bennett. Je crois que nous pouvons mettre en œuvre plusieurs approches prometteuses pour aider à stabiliser votre état. Pendant que le docteur Wiseman s'entretient avec mes parents, un homme d'une cinquantaine d'années s'approche avec une tablette. Mademoiselle Bennett, le personnel est prêt pour la visite dès que vous le souhaitez. Le chef Martinez a préparé le déjeuner pour 1 heure. Merci, James. Je me tourne vers ma famille. Voici James Holloway, notre régisseur de domaine. Il supervise tout, de l'entretien à la planification des repas. Les yeux de maman s'écarquillent. Vous avez un personnel à temps plein? 24 heures sur 24, confirme James. En plus de moi-même, nous avons 2 infirmières, un kinésithérapeute qui vient 3 fois par semaine, un chef et du personnel d'entretien des jardins. Nous entrons par d'immenses portes doubles dans un hall d'entrée avec un plafond vertigineux et un grand escalier. La main de maman serre fermement la mienne, ses yeux absorbant l'espace avec une admiration non dissimulée. Par ici. Je les guide vers les laits. Nous avons préparé toute cette section en pensant à vos besoins. La visite se déroule méthodiquement, comme je l'avais prévu. 2 suites parentales reliées par un salon commun, une salle de thérapie équipée du matériel de rééducation le plus récent pour la convalescence de la hanche de maman, une cuisine conçue avec des caractéristiques d'accessibilité, une véranda donnant sur des jardins spécialement plantés avec les fleurs préférées de papa. Le système de maison intelligente peut être programmé pour donner des rappels de médicaments, explique le docteur Wiseman en faisant la démonstration d'un écran tactile mural. Il surveille également les schémas de mouvement pour détecter toute chute ou détresse potentielle. Mes parents posent des questions détaillées, leur intérêt grandissant à chaque pièce que nous visitons. Papa passe la main sur une bibliothèque sur mesure remplie de ses romans policiers préférés, classés par ordre alphabétique d'auteur. Tu t'es souvenu, dit-il doucement. Bien sûr que oui. La boule dans ma gorge m'empêche presque de parler. Colton s'éclaircit la gorge derrière nous. C'est tout simplement excessif, Paisley. Qui paie pour tout ça? Sa voix porte cette pointe de condescendance familière, bien que maintenant teintée de quelque chose de nouveau, l'incertitude. Marie se penche vers son mari, chuchotant assez fort pour que je l'entende, elle fait juste son intéressante. Ça ne peut pas être durable. Je remarque que les expressions de mes parents se crispent à la tension croissante. Le docteur Wiseman continue sa présentation, apparemment inconsciente des dynamiques familiales en jeu. L'initiative de soins pour la mémoire Candan représente une nouvelle approche du vieillissement à domicile, explique-t-elle. Plutôt que de déplacer les résidents dans un cadre institutionnel, nous leur apportons des soins complets dans un environnement familier et confortable. Papa regarde ses enfants, le malaise évident sur son visage. Maman lui serre la main, ses yeux implorant l'harmonie. Noël croise mon regard de l'autre côté de la pièce, me faisant un signe de tête subtil. Elle a aussi remarqué la tension croissante. Je suis à un tournant.
Aborder directement le scepticisme de mes frères et sœurs ou rester concentré sur les besoins de mes parents? La confrontation est inévitable, mais ce moment devrait être consacré à maman et papa, pas à notre lutte de pouvoir de longue date. Dr Wiseman, j'interviens doucement. Pourriez-vous montrer le jardin à maman et papa? Je crois savoir que l'orthithérapeute a travaillé sur des stations sensorielles qui pourraient les intéresser. Elle comprend immédiatement mon allusion. Bien sûr. Nous avons incorporé des éléments qui stimulent la mémoire par des odeurs et des textures familières. Madame Bennett, vous avez mentionné que vous aimiez jardiner? Alors que le docteur Wiseman guide mes parents vers les portes-fenêtres menant au jardin, je me tourne vers mes frères et sœurs. Discutons de la structure financière dans la bibliothèque. Juste entre nous, je suggère en gardant une voix neutre. Je pense qu'il est temps d'avoir une vraie conversation. Colton et Marie échangent des regards avant de me suivre dans un couloir menant à une bibliothèque lambrissée. Noël ferme la marche, portant un portefeuille en cuir que je reconnais comme contenant toute la documentation que nous avions préparée. Les portes de la bibliothèque se referment derrière nous avec un doux déclic. Des étagères du sol au plafond tapissent les murs, et une grande table en acajou domine le centre de la pièce. J'ai tout arrangé parfaitement. Dossier financier, documents fiduciaires, évaluation médicale, tout est organisé en pile nette. Nous sommes enfin au point de préparation maximale. Chaque préparatif a été achevé. La scène est prête pour la confrontation qui couvait depuis des années. Noël prend position près de la porte, sa posture professionnelle, mais ses yeux exprimant une confiance tranquille. « Tu as fait tout ton possible pour que cela fonctionne », murmure-t-elle en me tendant le portefeuille. Je sens un étrange calme s'installer en moi. Il ne s'agit plus de vengeance, mais de résolution, de briser enfin des années de malentendus et de mépris. Colton et Marie s'assoient en face de moi, leur posture défensive trahissant leur malaise. Le moment s'étire entre nous, tendu d'anticipation. J'ouvre le portefeuille et les regarde droit dans les yeux. Il y a quelque chose que vous devez comprendre à mon sujet. Tu ne peux absolument pas te permettre ça, dit Colton en faisant un geste vers la fenêtre où le domaine s'étend au-delà. Sa voix a ce ton familier, celui qu'il utilise depuis que j'ai 12 ans et que j'ai essayé de rejoindre son équipe de foire scientifique. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Paix? Je tends la main vers la tablette que Noël a posée sur le bureau, mais Marie intervient avant que je ne puisse répondre. Tu essaies juste de nous en mettre plein la vue avec de l'argent emprunté ou une quelconque absurdité technologique. Ses ongles manucurés tambourinent contre ses bras croisés. Il s'agit de maman et papa, pas de ton ego. L'accusation me fait l'effet d'une gifle. Mes doigts se crispent sur le bureau en cuir. C'est ce que tu penses que c'est? Je garde une voix égale malgré la chaleur qui monte dans ma poitrine. Un coup d'éclat. Toute ta carrière a été une série de coups d'éclat, dit Colton, sa voix de directeur financier en pleine action. Les parents ont besoin de stabilité, pas de tape à accent grave l'œil. Ton passé montre que tu ne peux t'engager à long terme dans rien. Marie hoche la tête, renforçant son attaque. Tu te souviens de ta phase crypto? De ton idée d'application? De ta sécurité, peu importe? Rien n'a duré. Et maintenant, soudainement, tu as un hélicoptère privé et un manoir? Elle rit, le son cassant. Quelle banque as-tu dévalisée? Leur tentative coordonnée de me rétablir dans le rôle de l'enfant peu fiable et si prévisible que j'aurais pu l'écrire. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que la porte s'ouvre derrière moi. Pourquoi ne pouvez-vous jamais travailler ensemble, les enfants? La voix de maman brise notre impasse. Elle se tient dans l'embrasure de la porte, s'appuyant sur sa canne, papa à ses côtés, la confusion obscurcissant ses yeux. Qu'est-ce qui se passe? Demande papa en nous regardant tour à tour. Pourquoi tout le monde est en colère? La vue de leur détresse cristallise tout. Il ne s'agit plus de Colton ou de Marie. Il s'agit de maman et papa qui voient la vérité pour la première fois. Je presse ma paume contre la tablette, activant l'écran. D'un geste, j'envoie l'affichage sur le grand moniteur mural de la bibliothèque. 64,8 millions de dollars, dis-je calmement. L'annonce de l'acquisition remplit l'écran, l'achat de Granite qui cyber par Aurelius Networks. Mon nom et mon titre bien en vue, Paisley Gonzalez, fondatrice et PDG. C'est le prix d'acquisition il y a 4 mois. Je suis maintenant vice-présidente principale de l'architecture de sécurité chez Aurelius, avec une participation de 0,6% actuellement évaluée à environ 34 millions de dollars. La bouche de Colton s'ouvre, puis se referme.
Marie s'approche de l'écran, plissant les yeux comme si cela pouvait être un faux. Shark était mon brevet, je continue en affichant la documentation du brevet. C'est maintenant l'épine dorsale de la sécurité de 16 entreprises du Fortune 100. Avant cela, nous avons construit des solutions de sécurité sur mesure pour des sous-traitants du gouvernement, des institutions bancaires et des réseaux de santé. Je passe au relevé bancaire, au titre de propriété, aux documents de la fondation. Chaque diapositive renforce ce qu'ils ont du mal à comprendre, non seulement la richesse, mais un succès durable et stratégique. L'initiative de soins pour la mémoire Candan n'est pas un projet de vanité, j'explique en me tournant vers mes parents. C'est une fondation gérée professionnellement avec un personnel médical et une équipe administrative dédiée. Tout ici le domaine, l'hélicoptère, le personnel fait partie d'une solution de soins complète qui est en développement depuis 1 an. Noël s'avance du coin où elle observait en silence, posant un dossier sur le bureau. La documentation du trust, comme demandé, dit-elle. Soins à vie garantie. Papa s'approche lentement de l'écran, son doigt traçant le titre annonçant l'acquisition. C'est vrai, demande-t-il, sa voix plus faible que je ne l'ai jamais entendue. Oui, papa, c'est vrai. Mais tu n'as jamais rien dit, murmure maman, pendant tout ce temps. Parce qu'il ne s'agissait pas d'argent, je réponds. Il s'agissait de construire quelque chose qui comptait. Le silence s'étire alors qu'il digère ce qu'il voit. Marie s'effondre dans un fauteuil en cuir, sa posture parfaite s'écroulant. Colton reste debout mais semble avoir perdu tous ses moyens. Papa se détourne de l'écran, ses yeux plus clairs qu'ils ne l'ont été de toute la journée. Tu as fait tout ça toute seule? Personne ne t'a aidé. La question porte tout le poids de notre histoire familiale. Les suppositions, les mépris, les rappels constants de mes limites perçues. J'avais une équipe, je réponds honnêtement. Mais oui, j'ai construit l'entreprise à partir de rien. Maman s'avance, des larmes coulant sur ses joues. Nous n'avons jamais compris ce que tu construisais, n'est-ce pas? Sa reconnaissance me frappe plus fort que je ne l'aurais cru. La colère qui m'animait il y a quelques instants se transforme en quelque chose de plus complexe, le deuil du soutien que je n'ai jamais eu, le soulagement d'être enfin vu. Le visage de Colton oscille entre la fierté et la honte, la lutte visible dans sa mâchoire serrée et ses oreilles rougissantes. Marie fixe ses mains, sa bague de mariage tournant nerveusement autour de son doigt. Je n'ai jamais eu besoin que vous me financiez, dis-je doucement en regardant mes frères et sœurs. J'avais besoin que vous croyiez en moi. La vérité flotte dans l'air entre nous, impossible à ignorer ou à diminuer. Pour la première fois de notre vie d'adulte, ils me voient clairement, non pas comme leur petite sœur en difficulté, mais comme quelqu'un qui a réussi selon ses propres termes. Ça change tout, dit enfin Colton, la voix rauque. Pas tout, je réplique. Maman a toujours besoin d'une opération, papa a toujours besoin de soins pour la mémoire, vous deux avez toujours vos propres vies et préoccupations. La différence, c'est que maintenant nous pouvons aborder ces choses honnêtement. Je les regarde tour à tour, ma famille brillante et imparfaite, qui m'a défini par ses attentes pendant si longtemps. Il est temps que nous parlions honnêtement de qui nous sommes vraiment, dis-je en tirant des chaises pour mes parents, nous tous. L'invitation s'installe comme un défi et une offre de paix combinée. Après un moment, Colton hoche la tête et s'assoit. Marie suit, ses mouvements hésitants mais délibérés. La vraie conversation, celle dont nous avions besoin depuis des années, est enfin sur le point de commencer. Le salon du domaine de Havenridge devient silencieux alors que nous prenons nos sièges. Pas de directeur médical, pas de régisseur de domaine, juste la famille maintenant. Maman s'installe dans un fauteuil moelleux, son visage marqué par des lignes d'inquiétude. Papa est assis à côté d'elle, son regard plus vif qu'il ne l'a été de toute la journée. Colton et Marie se positionnent en face de moi, leur visage une étude du chaos maîtrisé. Noël se tient près de la porte, témoin silencieux de ce qui va se dérouler. J'ai vécu en dessous de mes moyens par choix, dis-je dans le silence. Ma voix reste stable malgré les battements dans ma poitrine. Pas parce que je ne pouvais pas me permettre plus. La mâchoire de Colton se serre. Tu aurais pu nous le dire. Quand, je demande en me penchant en avant. Quand tu disais au country club que je devais trouver un vrai travail? Ou quand Marie me donnait des cartes cadeaux pour des vêtements d'entretien? La pique fait mouche. Marie tressaille. J'ai quitté la maison avec $260, je continue. J'ai construit Granit qui à partir de rien. J'ai travaillé 18 heures par jour en vivant dans un studio avec un matelas par terre. Pas parce que je le devais,
mais parce que chaque centime retournait dans l'entreprise. Les yeux de maman se remplissent de larmes. Nous n'avons jamais compris. Vous n'avez jamais demandé, je réponds, plus doucement maintenant. Vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir. Papa s'éclaircit la gorge. Nous vous comparions constamment, les enfants, admet-il, la voix rauque d'émotion. Nous mesurions le succès par les titres, les maisons, les voitures. C'était notre échec, pas le tien. Ces mots flottent dans l'air comme une confession. Quelque chose change dans la pièce, une vie d'hypothèse qui se fissure. Je déteste la moitié de ma vie, lâche soudain Colton. Sa façade parfaite s'effondre alors qu'il enfouit son visage dans ses mains. Les réunions du conseil, les événements de réseautage, la pression constante. Ses épaules tremblent. 60% de ma soi-disant vie parfaite n'est que de la comédie. Marie le regarde, puis me regarde. Elliot et moi sommes en thérapie de couple depuis 8 mois, murmure-t-elle. Son maquillage soigneusement appliqué ne peut cacher l'épuisement en dessous. Ces gars-là vides que tu pensais que j'aimais? Je m'y noie. Maman prend la main de papa, son expression frappée alors que les façades soigneusement construites de leurs enfants s'effondrent une par une. Tu as travaillé plus dur que n'importe lequel d'entre nous, dit Noël depuis la porte. Tous les yeux se tournent vers elle. J'ai vu Paisley tout construire à partir de rien, dormant sur les canapés du bureau pendant les périodes de développement intense, refusant des offres d'acquisition qui l'auraient rendu riche des années plus tôt parce que les conditions n'étaient pas bonnes pour son équipe. Colton me regarde avec des yeux nouveaux. J'avais besoin que tu échoues, admet-il. Sa voix se brise sur le dernier mot. Pour valider mes choix, pour prouver que j'avais pris le bon chemin, la vérité de cela flotte entre nous, brute, douloureuse et nécessaire. Comment as-tu réussi tout en restant si normal? Demande Marie, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Pas de manoir, pas de flotte de voitures, pas d'île privée, juste. Toi. Je pèse ma réponse soigneusement. Le succès n'est pas ce que vous possédez, c'est de construire quelque chose qui compte. Nous n'avons jamais vu ce que tu construisais réellement, dit doucement maman. Nous étions trop occupés à regarder ce que tu n'étais pas. Papa se redresse sur sa chaise, ses problèmes de mémoire s'éclaircissant momentanément alors qu'il se concentre avec une clarté surprenante. Ta mère et moi avions tort, Paisley. Complètement tort de mesurer le succès comme nous le faisions. Ces mots me frappent plus fort que je ne l'aurais cru. Après des années de mépris, entendre mon père reconnaître son erreur comble un vide avec lequel j'avais appris à vivre. Il ne s'agit pas de savoir qui avait raison, dis-je, surpris par l'épaisseur dans ma gorge. Il s'agit de ce qui est juste pour nous tous maintenant. Le silence qui suit est différent, non pas tendu, mais contemplatif. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois tout court, nous nous voyons clairement les uns les autres. L'initiative Candan, dit enfin Colton. C'est brillant. Complet. Mieux que tout ce que nous avons trouvé. Il me regarde droit dans les yeux. Comment puis-je aider? La question me prend au dépourvu. Pas de compétition, pas de ressentiment, un partenariat. Je veux faire du bénévolat avec le programme de soins pour la mémoire, ajoute Marie en se redressant. Mes compétences en planification d'événements pourraient créer des activités significatives pour les résidents. Les épaules de maman se détendent visiblement. La peur que ses enfants se battent pour leurs soins se dissout en temps réel. Ce n'est pas mon succès, je leur dis, pensant chaque mot. La fondation portera tous nos noms, fondation de la famille Bennett. Je regarde chacun d'eux, des forces différentes, une seule famille. Noël croise mon regard de l'autre côté de la pièce, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Elle a été témoin d'années de ma frustration avec ces gens, et pourtant nous voici assis, retrouvant notre chemin les uns vers les autres. La porte de la bibliothèque s'ouvre. Brigg apparaît, formel comme toujours. Le dîner est préparé dans la salle à manger, annonce-t-il. Quand vous serez prêt. Papa se lève le premier, plus stable qu'il ne l'a été de toute la journée. Nos enfants, dit-il à maman avec une fierté indubitable, ont enfin retrouvé le chemin de la maison. Alors que nous nous dirigeons vers la salle à manger, Colton se met à mes côtés. L'hélicoptère était impressionnant, admet-il. Ça a attiré notre attention. Je souris. Mais ce n'était pas ce qui importait. Non, convient-il. La vérité était ce dont nous avions besoin, nous tous. L'hélicoptère les a amenés à Haven Ridge, mais l'honnêteté nous a ramenés les uns aux autres.
Je regarde ma famille avancer devant moi, maman s'appuyant légèrement sur papa, Marie le bras passé sous celui de Colton, et je sens quelque chose s'apaiser en moi. Le poids d'être invisible, de devoir prouver ma valeur, se lève comme un brouillard matinal. Noël me touche le bras. Tu l'as fait, dit-elle doucement. Mais ce qui me frappe le plus, ce n'est pas la victoire de la révélation, ni même l'acceptation de mon succès. C'est la découverte surprenante que sous nos rôles soigneusement construits le fils responsable, la fille sociable, la plus jeune en difficulté, nous cachions tous des morceaux de nous-mêmes. Nous jouions tous un rôle d'une manière ou d'une autre. Viens, dis-je à Noël en faisant un signe de tête vers ma famille. Allons les rejoindre. Nous entrons dans la salle à manger, où Brig a mis la table avec des bougies et des fleurs fraîches. Ce n'est pas l'hélicoptère sur la pelouse ou la grandeur du domaine qui détient le pouvoir maintenant, mais la simple vérité qui se trouve entre nous, que le succès sans connexion est la plus creuse des victoires. L'hélicoptère a attiré leur attention. La vérité leur a valu leur respect. Mais ce qui nous a guéris, c'est d'avoir enfin déposé nos armures et de nous être laissés entrer les uns les autres. 6 mois passent comme de l'eau entre mes doigts. La grande salle du domaine se remplit de la lumière du soleil de l'après-midi alors que maman traverse prudemment le parquet, son kinésithérapeute planant à proximité mais sans intervenir. Son opération de la hanche, le catalyseur initial de notre remise en question familiale, a magnifiquement guéri. Regarde-toi aller, Patricia, lance Noël depuis la porte, portant un plateau de limonade. Tu danses presque. Maman rayonne, son visage détendu d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Le docteur dit que j'ai 3 semaines d'avance sur le programme. Papa lève les yeux de son journal, le regard clair et présent. Montre-leur le mouvement de torsion que tu as pratiqué. Maman exécute une pirouette prudente, ses cheveux argentés captant la lumière. Le programme de soins pour la mémoire a remarquablement stabilisé l'état de papa. Il a encore des moments de brouillard occasionnels, mais ils deviennent plus rares à mesure que les soins spécialisés font effet. Colton entre par les portes-fenêtres du jardin, de la terre maculant son polo. Fini les costumes pressés et les mocassins polis. Il a passé les jeudis et vendredis à travailler avec l'équipe d'aménagement paysager durable, développant un programme de thérapie par le jardinage pour les résidents des soins pour la mémoire. Les plants de tomates prospèrent, annonce-t-il en acceptant un verre de Noël. Papa, tu te souviens des graines anciennes que tu as mentionnées? J'ai trouvé un fournisseur. La conversation facile entre eux me surprend encore. Après le départ spectaculaire de Colton de Hamilton Financial il y a 6 semaines, il s'est consacré à plein temps à la défense de l'environnement. Ses anciens collègues ont été choqués, mais j'ai immédiatement reconnu la libération dans ses yeux. La coalition pour l'énergie renouvelable veut s'associer au 2e site de Camdan, dit-il en s'asseyant à côté de moi. Leur équipe marketing est en train de rédiger la proposition. La sonnette retentit, et Brig fait entrer Marie, les bras chargés de fournitures artistiques. Elle a troqué les sacs à main de créateurs contre des sacs en toile, sa pratique de thérapie spécialisée dans la communication relationnelle décollant plus vite que nous ne l'aurions tous prévu. Regardez ce que les résidents de la mémoire de Patricia ont créé hier, dit-elle en posant soigneusement une peinture collaborative sur la table basse. Nous l'appelons jardin retrouvé. Papa l'examine de près, hochant la tête avec appréciation. Remarquable comment les couleurs se fondent les unes dans les autres, comme des vies séparées trouvant un terrain d'entente. Je croise le regard de Marie de l'autre côté de la pièce. Il y a 6 mois, elle aurait rejeté l'observation de papa comme étant sentimentale. Maintenant, elle sourit, sincèrement émue par sa perspicacité. Le dîner de famille hebdomadaire est devenu notre nouvelle normalité. Parfois, Elliot se joint à nous, parfois non, leur thérapie de couple continue, mais Marie semble plus stable sur ses propres pieds, quel que soit le résultat. Mon téléphone vibre avec une mise à jour de l'initiative Camdan. Notre 3e site ouvrira ses portes le mois prochain, transformant un bâtiment médical oublié en un centre de soins pour la mémoire axé sur la communauté. La liste d'attente compte déjà 87 noms. Tu as créé quelque chose d'extraordinaire, dit doucement Noël en s'asseyant à côté de moi. Sa promotion au poste de directrice de l'initiative Camdan a été unanime. Ma famille a insisté, reconnaissant sa vision avant même que je puisse le suggérer. Par la fenêtre, j'aperçois l'hélicoptère garé sur la pelouse, non plus un symbole spectaculaire mais un outil pratique pour se déplacer entre les établissements. Je ne l'ai pas utilisé pour faire une entrée depuis ce samedi fatidique il y a 6 mois. Tu sais ce qui m'étonne, dit Colton en se tournant vers moi. Tu as eu tout ce succès et au lieu de nous le faire sentir,
tu as construit quelque chose pour maman et papa qui nous inclut tous. Marie pose son verre. J'ai passé des années à collectionner les bons amis, les bons vêtements, le bon mari. Toi, tu as collectionné des brevets et des solutions. La différence, c'est que ta collection aide vraiment les gens. Maman traverse la pièce pour me serrer la main. Quand tu as fait atterrir cet hélicoptère sur notre pelouse, j'ai cru que tu te vengeais enfin de nous pour toutes ces années de doute, mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Non, je réponds sincèrement. J'avais juste besoin que vous écoutiez vraiment pour une fois. Papa nous rejoint, sa démarche assurée. Eh bien, nous écoutons maintenant, et nous sommes fiers de la femme que tu es devenue. Les mots que j'ai attendu des décennies d'entendre, et pourtant ils comptent moins que je ne l'aurais cru. La vraie victoire n'est pas dans leur reconnaissance, mais dans notre reconnexion. Plus tard, alors que le coucher de soleil peint les jardins du domaine d'une lumière ambrée, Briggs s'approche avec un dossier. Mademoiselle Bennett, la proposition commerciale de votre cousine Jessica. Vous m'avez demandé de l'examiner. Jessica, à peine 23 ans, avec un concept de mode durable innovant mais non testé. L'année dernière, la famille l'aurait découragée, l'aurait poussée vers quelque chose de pratique. Réunion de famille demain pour discuter des options de financement, dis-je à Briggs. Colton travaille déjà sur le modèle économique, et Marie pense que son réseau de clients pourrait générer les premières ventes. Noël sourit d'un air entendu. La subvention aux secondes chances des Bennett? Je hoche la tête alors que papa s'approche, entendant la conversation. C'est comme ça que nous appelons la fondation familiale, en soutenant les entrepreneurs non conventionnels qui pourraient autrement être négligés. Ses yeux rencontrent les miens. En commençant par notre nièce. Les 5 jeunes entrepreneurs déjà financés par notre fondation prospèrent, chacun apportant quelque chose d'unique à sa communauté. Je regarde ma famille réunie dans cet espace parlant, planifiant, collaborant sans l'ancienne hiérarchie de valeurs et je reconnais l'ampleur de ce qui a changé. L'hélicoptère a attiré leur attention, je murmure à Noël, mais l'honnêteté nous a ramenés à la maison. Elle lève son verre dans un toast silencieux. La vérité a toujours été le meilleur investissement. Et c'était le cas. En une journée spectaculaire, tout a changé, non pas parce que je leur ai prouvé qu'ils avaient tort, mais parce que je leur ai finalement donné la chance d'avoir raison.